C'est sous une pluie battante que le président Boni Yayi et la délégation qui l'accompagne sont arrivés à Malabo pour assister à l'ouverture du 9e sommet Léon Sullivan. La fondation Léon Sullivan a été créée pour immortaliser la mémoire et poursuivre le travail missionnaire de feu révérend Léon Sullivan, pionnier des droits civils et militant de la lutte contre les discriminations raciales et particulièrement contre l'apartheid. Organisé tous les 2 ans, le sommet porte sur un thème. Le 8e sommet qui s'est tenu à Arusha, en Tanzanie, avait pour thème éducation et lutte contre le paludisme. Le 9e sommet qui se tient actuellement à Sipopo porte sur les investissements, les opportunités de développement, la paix, la sécurité et la stabilité. Un thème d'actualité puisque plusieurs foyers de tension agitent le continent africain, confronté d'autre part à des difficultés sur le plan économique. Plusieurs exposés sont prévus dans le cadre du sommet. Le retour de la diaspora africaine, les attentes futures de l'Afrique. L'Afrique hier, aujourd'hui et demain, la démocratie, les droits de l'homme et la citoyenneté. L'Afrique et la diaspora, innovation et entreprise pour le partenariat. À l'ouverture du sommet, les interventions ont rappelé le combat mené par le révérend pasteur Léon Sullivan pour l'affranchissement des Noirs aussi bien aux États-Unis qu'en Afrique du Sud. Hope Master Sullivan, la fille du révérend Sullivan et actuelle présidente de la fondation, a parlé des ressources immenses dont regorge l'Afrique. Pour la présidente de la fondation Sullivan, ces ressources doivent profiter au continent. Elles doivent même permettre à l'Afrique de dire son mot dans le concert des nations, puisque les puissances actuelles ont énormément besoin de ces ressources. La tendance actuelle doit donc s'inverser et pour cela, l'Afrique doit être plus unie dans un partenariat entre pays africains d'une part et d'autre part entre le continent et sa diaspora. C'est pour toutes ces raisons, ont rappelé certains orateurs, que l'Union africaine veut faire de la diaspora africaine la 6e région de l'Afrique. Une alliance d'intérêts est nécessaire donc entre l'Afrique et sa diaspora, mais il ne faudrait pas non plus négliger les relations avec les pays développés. Des relations qui doivent être basées sur des rapports justes, équitables et transparents. Le président Boni Yayi, dans un discours fortement acclamé, a plaidé en faveur de la sécurité sur le continent et d'une plus grande intégration des pays africains. Le chef de l'État n'a pas oublié de porter à la connaissance de l'assistance les efforts déployés au cours de son mandat à la présidence de l'Union africaine pour que l'Afrique se fasse plus entendre sur le plan international. Monsieur René, président Obiang Nguema Masbogo, président de la République de Guinée équatoriale, Excellences, mes chers aînés, anciens présidents, sans oublier naturellement mon cher frère et ami, le président de la République sœur du Sierra Leone, et nos chers anciens présidents, le président Olusegun Obasanjo, le président Kufuor, chers amis, chers autres présidents et chers premiers ministres de notre cher continent, vous qui avez été invités au sommet de l'État dans chacun de nos pays au sein du continent. Ma chère sœur, Hope Master Sullivan, présidente de la Fondation Léon Sullivan. Léon était, reste et sera toujours notre cher papa. Dans ses réflexions sur l'avenir de notre cher continent. Distingués invités, mesdames et messieurs, vous comprenez bien que c'est en ma qualité de président de l'Union africaine que j'interviens à ce forum et je voudrais remercier du fond du cœur, avec la plus haute considération, mon cher frère aîné, son Excellence, M. Obiang Nguema Masbogo, pour l'aimable invitation qu'il m'a adressée et pour l'accueil combien chaleureux, empreint d'hospitalité africaine qu'il m'a réservé, ainsi qu'à la délégation
qui m'accompagne, à ma chère sœur Hop, présidente de la Fondation Léon Sullivan, sans oublier son ami, mon cher frère Hop, je voudrais adresser mes sincères remerciements et mes vives félicitations pour son engagement et sa détermination à poursuivre et perpétuer l'œuvre et les idéaux du révérend pasteur Sullivan, notre cher papa, de vénérée mémoire. Son sens légendaire de la justice, de la compassion et de l'humanisme reste et demeure largement répandu grâce à l'action que mène inlassablement la fondation qui porte son nom. Je voudrais renouveler une fois de plus mes remerciements à Andrew Yoon, ancien secrétaire d'État général adjoint des États-Unis et directeur général de la Fondation. Et je voudrais demander à ma sœur de lui transmettre mes remerciements pour sa disponibilité dans la poursuite de la vision de Sullivan. Excellences, Monsieur le Président et chers amis, chefs d'État, distingués invités, je suis à la fois très heureux et honoré de me retrouver dans cette belle et accueillante ville de Simpopo. Monsieur le Président, cher aîné, Simpopo pour nous incarne la ville à l'allure futuriste pour la Guinée équatoriale émergente. Nous voyons votre vision et votre grâce. Je dis bien, c'est une belle et accueillante ville où participer aux échanges avec mes chers collègues, mes chers pères et compatriotes africains et africains-américains, nos frères de la diaspora, sur des questions relatives au développement de notre cher continent. Excellences, messieurs et mesdames les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, depuis 1991, année de la tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du premier sommet jusqu'à ce jour, l'occasion nous a été offerte de nous retrouver tous les 2 ans pour participer, pour partager nos réflexions afin d'explorer les voies et moyens d'engager notre cher continent, l'Afrique, sur le chemin du progrès et du développement. Il serait fastidieux, vous en conviendrez avec moi, d'énumérer les nombreuses actions qu'ensemble nous avons menées. Le présent sommet, le 9e du genre, se tient à Simpopo, au lendemain de l'historique premier sommet mondial sur la diaspora africaine tenu à Sandton, en Afrique du Sud, le 25 mai 2012. Ce fut un moment unique et sans précédent de notre histoire commune, où chefs d'État et de gouvernement, aussi bien africains que de la diaspora, ainsi que des personnalités et leaders d'organisations non gouvernementales et d'organisations de la société civile se sont donné rendez-vous pour jeter les bases de la famille africaine globale. La déclaration politique et le plan d'action adopté à cette occasion constituent des avancées majeures dans la construction d'un partenariat solide entre notre continent et sa diaspora. Considéré, comme l'a rappelé mon cher aîné le président Kufuor, ancien président de la République sœur du Ghana, je dis bien cette diaspora
est aujourd'hui considérée comme la 6e région de notre continent, conformément à la vision qui préside à la modification prochaine de l'acte constitutif de l'Union africaine. Mesdames et messieurs, notre cher continent, l'Afrique, est confronté à des défis multiples et multiformes, face auxquels différentes initiatives sont prises aussi bien à l'échelle des communautés économiques régionales qu'à celle du continent pour faire prévaloir les valeurs cardinales d'unité, de paix, de stabilité, de sécurité, de bonne gouvernance, de démocratie, pour ne citer que celle-ci, que celle-là. C'est pourquoi elle affiche sa détermination à lutter contre toute entrave à son développement, notamment la corruption, l'impunité, l'absence de principe de l'obligation de résultat, l'absence de principe de reddition des comptes. Je n'oublie pas, mes chers amis, les guerres fratricides et l'instabilité politique et institutionnelle. Mesdames et messieurs, il s'agit là de valeurs partagées permettant de créer des conditions d'une intégration réussie, comme vient de nous le rappeler mon cher ami, le président Kufuor. Aussi l'intégration régionale, le renforcement de la solidarité interétatique s'impose-t-il à nos États comme moyen de maximiser leurs énergies, gage d'un développement durable basé sur les potentialités dont ils regorgent tant. L'Afrique, notre cher continent, est décidé à prendre son destin en main, à sortir de l'esprit d'assistanat et à traiter d'égal à égal avec les autres continents dans l'esprit de solidarité internationale. Elle est prête à s'engager dans un partenariat stratégique totalement décomplexé et basé sur, comme je viens de l'indiquer, sur la solidarité internationale. Dans cette voie, nous avons besoin, mes chers amis et frères, de l'accompagnement donc de nos frères et sœurs de la diaspora que nous savons déjà disponibles et engagés à nos côtés. C'est dans cette perspective que j'ai demandé à ma qualité de président en exercice de l'Union africaine l'adhésion de notre continent en tant que membre à part entière au G20, au même titre que l'Union européenne. Par ailleurs, l'Union africaine, je vous remercie. Par ailleurs, l'Union africaine, en tant qu'entité, ne peut être absente des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, où plus de 80% des sujets débattus concernent notre cher continent. C'est pour cette raison également, mes chers frères et sœurs, que j'ai demandé instamment, en attendant l'aboutissement du processus de réforme des Nations Unies, que le pays africain qui assure la présidence en exercice de l'Union africaine siège au Conseil de sécurité. Ces requêtes se justifient dans la mesure où la gouvernance mondiale doit être repensée dans un sens plus inclusif afin de bâtir un monde plus juste, un monde fait d'amitié des peuples et un monde plus équitable. C'est également à ce titre que j'ai demandé le renforcement des compétences africaines au sein des instances internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. C'est le lieu de saluer mon cher frère Barack Obama pour le leadership qu'il a joué afin que cette requête aboutisse, pour que
la société financière internationale soit désormais dirigée par un de nos talents, digne fils de notre continent. Je crois que cette décision est en train d'être prise et elle le sera au nom de notre continent. Dans ce combat, nous savons que nous ne sommes pas seuls, chers frères et sœurs africains-américains. Votre soutien à travers vos multiples lobbies que nous savons puissants et efficaces sera d'un concours précieux. Mesdames et messieurs, force est de reconnaître que l'Afrique connaît une paix et une stabilité de plus en plus affirmées, malgré la persistance de quelques foyers de tension, notamment en Somalie, au Soudan du Sud, au Mali, en Libye, dans toute la bande sahélo-sahélienne, avec des répercussions au nord de la République sœur du Nigeria. Je n'oublie pas la déstabilisation de la Guinée-Bissau. Je n'oublie pas naturellement ce qui se passe en ce moment et qui secoue la République démocratique du Congo. Les mécanismes africains de règlement de ces conflits sont mis en œuvre sous la houlette des médiateurs avertis avec le concours de la communauté internationale pour créer des conditions favorables au retour de la paix et de la sécurité. C'est pourquoi je dois m'empresser de remercier nos chers aînés, comme par exemple le président Olusegun Obasanjo, pour leur rôle qu'ils jouent pour le retour de la paix, une condition indispensable au développement de notre continent. Mes chers amis, je dois vous dire que je voudrais, sans abuser de votre temps, on ne peut plus précieux que la question de la paix, de la stabilité, de la sécurité n'est pas négociable, parce qu'elle est indispensable au développement et à la prospérité de notre cher continent. C'est pourquoi je m'en voudrais, sans dire un mot sur la question de la bande sahélo-sahélienne, parce que en Somalie, la situation s'améliore et des réponses appropriées sont en train d'être trouvées au Soudan, entre les fils du Soudan et du Soudan du Sud. Mais la question sahélo-sahélienne, mes chers frères, me préoccupe en qualité de président de l'Union africaine. Nous avons aujourd'hui ce problème, et je le dis en présence de mes chers aînés, comme Olusegun Obasanjo et d'autres, le président Kufuor et d'autres, chers premiers ministres. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de tous nos réseaux, que ce soit le système de la communauté des cours constitutionnels, que ce soit la communauté des juristes sur le continent et tous les autres réseaux, pour que nous puissions rapidement aider nos frères maliens à trouver une réponse appropriée à la situation qui prévaut dans ce pays. Nous avons 4 chantiers, mes chers frères et sœurs. Je sais que cette question vous préoccupe et je ne saurais passer sous silence en ma qualité de président de l'Union africaine. Je dis bien 4 chantiers. Le premier, c'est la restauration de l'ordre constitutionnel par la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, un gouvernement fort pour affronter les chantiers, les autres chantiers qui attendent ce pays. Le second chantier, c'est la restauration de l'armée malienne et le rétablissement d'une chaîne de commandement capable de permettre à cette armée de faire face à ses obligations républicaines. Le troisième chantier, c'est la restauration de l'intégrité territoriale de ce pays. Et enfin, mes chers présidents, ce qui se passe au nord du Mali ne peut pas passer sous silence. Il s'agit de la violation des droits de l'homme. Il s'agit du non-respect des droits de l'homme. Mes chers frères, nous avons besoin de vous pour que le lobbying se fasse partout et que la communauté internationale se sache que ce qui se passe au Mali n'est pas moins grave que ce qui se passe en Syrie. Parce qu'il s'agit du terrorisme
En matière de terrorisme, le dossier n'est pas que malien, il n'est pas que ouest-africain, il concerne toute la communauté internationale. Parce qu'on assiste à la destruction de nos valeurs, à la destruction de tout ce que l'humanité compte comme valeur historique, culturelle. Vous avez vu, vous avez assisté en direct à cette situation. Eh bien, la paix est menacée. Et nous ne voulons pas d'un Afghanistan ouest-africain. Nos frères, nos sœurs sont recrutés par des instructeurs venus qui d'Afghanistan, qui du Pakistan, pour les entraîner à la guerre, ce qu'on appelle le djihad, la guerre sainte, pour aller poser des bombes une fois de retour dans leurs pays respectifs, comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui au nord de la République sœur du Grand Nigeria, c'est-à-dire le cœur de l'Afrique noire au sud du Sahara. Mes chères sœurs, je vous parle du fond du cœur. La situation est préoccupante. Nous sommes décidés à y faire face. Distingués invités, je dois vous dire que, outre ces problèmes, je ne terminerai pas sans vous dire que nous avons lancé des programmes sur la prospérité de notre continent. D'abord, le développement intégré de l'agriculture en Afrique, avec comme toile de fond la sécurité alimentaire. Nous en faisons une condition indispensable. L'Afrique doit se nourrir. La question de la sécurité, je viens d'en parler. Dans nos mers, la piraterie, nous devrions assurer l'environnement des affaires pour faire en sorte que les infrastructures dont nous avons besoin, l'énergie, les réseaux routiers, ferroviaires, aériens, les infrastructures portuaires, aéroportuaires puissent relier nos États, nos économies, nos continents, nos pays pour préparer la zone de libre-échange continentale. Parce que l'Afrique doit commercer avec l'Afrique. L'Afrique doit parler à l'Afrique. Mes chers amis, je dois vous dire également les questions de l'éducation professionnelle et technique, afin que nos jeunes soient capables d'aller créer leurs entreprises dans tous les secteurs, même dans le secteur agricole, l'entrepreneuriat agricole, parce que le chômage massif qui secoue cette jeunesse nous interpelle. Et nous pensons que nous ne pourrons pas en sortir si nous mettons de côté la question agricole, la sécurité alimentaire. Enfin, la santé. Qu'on préoccupe au plus haut niveau également l'Union africaine. Je voudrais vous dire que les pandémies qui secouent notre jeunesse et notre continent constituent une source de préoccupation auquel nous sommes en train d'y faire face. Le sida, le paludisme, la tuberculose. Le sida constitue également un élément important et je voudrais vous rappeler ce que nous sommes en train de faire. Sur 43 millions de séropositifs en Afrique, dans le monde, notre continent semble compter 23 millions, avec à la clé 400 000 jeunes contaminés par la mer. Nous avons mis en place un programme qui doit nous permettre d'éradiquer ce fléau au cours de ces toutes prochaines années. C'est pourquoi d'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à ce sommet que nous voudrions présider avec certains de nos doyens ici, le président Obiang, avec le président Obama, le président Hollande, pour que nous puissions trouver la réponse appropriée à l'éradication de ces pandémies, c'est-à-dire le sida, la tuberculose, le paludisme. Ceci en marge du prochain sommet ou des prochaines assemblées des Nations Unies à New York. Vous recevrez les invitations pour que vous puissiez venir nous aider, vous, de la diaspora, parce que nous voulons une Afrique très forte. Mes chers amis, je dois vous dire que la qualité de tout ce que nous sommes en train de dire
rentre dans la préoccupation de la Fondation. Et c'est pourquoi je ne voudrais pas douter des résultats qui sortiront de ce forum. Distingués invités, mesdames et messieurs, la qualité, l'expérience des participants à ces débats qui vont s'ouvrir bientôt augurent sans aucun doute de la pertinence des conclusions qui sortiront de nos travaux. Je voudrais vous dire et vous rappeler, sans abuser de votre temps, ne peut plus précieux, en ma qualité de président de l'Union africaine. L'Afrique est de retour. La preuve, en dépit de cette foyer de tension, les 5 dernières années, l'Afrique est la première poche de croissance économique. Je dis bien en dépit de ces foyers de tension, parce que c'est l'un des continents les plus vastes, et je le dis souvent, plus de 30 millions de kilomètres carrés, vous l'avez si bien dit ma sœur, plus de 10 fois l'Europe, plus de 10 fois l'Inde, plus de 4 fois les États-Unis, plus de 4 fois le Brésil, plus de 3 fois la Chine. Un scandale géologique impressionnant. En 2020, notre continent sera le continent le plus peuplé du monde, avec 2 milliards d'âmes, avec comme particularité plus de 60% de la population constituée de jeunes de moins de 35 ans. L'Afrique est aujourd'hui le continent où le taux d'investissement est le plus élevé. Donc avec les diligences qui nous conduisent à assainir l'environnement des affaires, nous voudrions savoir pouvoir compter sur le secteur privé pour que cette Afrique soit aujourd'hui la poche de croissance qui entraîne le monde entier. Je voudrais vous dire, il n'y aura aucune puissance au monde qui puisse la démarrer en dehors de l'Afrique. Berceau de l'humanité, elle reste et sera la source qui entraînera la richesse dans le monde et sera à l'origine de la paix, de la stabilité de l'humanité. Pour finir, il me plaît de saluer avec beaucoup de respect et de haute considération et de remercier à nouveau le président Obiang Nguema Mbazogo pour l'organisation, le parrainage et la tenue effective des présentes assises dans ce beau et chaleureux pays. Mon cher aîné le président, ce sommet est le témoignage et l'expression de votre engagement légendaire pour la cause de l'Afrique et de sa diaspora et pour la défense des idéaux du panafricanisme dont vous êtes un des 10 continuateurs de l'œuvre des pères fondateurs. Et je crois, le fait de vous voir ensemble avec mon cher aîné le président Kufuor, je ne suis pas surpris. Kufuor, le président, ancien président du Ghana, dépositaire du panafricanisme, c'est-à-dire cette philosophie, l'idéal de notre président Kwame Nkrumah. Je vous remercie. L'Afrique est le continent de l'avenir. L'Afrique est le continent de l'espoir. L'Afrique est le continent de l'espérance. Et nous y croyons fermement. C'est sur cette note que je souhaite plein succès à nos assises et longue vie à la Fondation Léon Sullivan. Longue vie à ma sœur. Vive la coopération interafricaine. Vive la coopération africaine. Vive ce partenariat entre l'Afrique et sa diaspora. Hier, aujourd'hui et demain. Que Dieu vous bénisse. Sur le plan bilatéral, le président Boni Yayi a eu des entretiens avec le président équato-guinéen. Les deux hommes d'État ont évoqué la question de la création d'une banque équato-guinéenne au Bénin. Le président Théodoro Obiang Nguema a marqué son accord pour la création de cette banque qui sera effectivement ouverte avec un capital initial de 10 milliards de francs CFA.
Dès la semaine prochaine, une mission sera dépêchée au Bénin pour amorcer les formalités. Cette banque devra permettre le financement des petites et moyennes entreprises au Bénin et sur le continent. Une concrétisation justement des vœux formulés au 9e sommet Léon-Sullivan. Au nombre des actions du chef de l'État pour matérialiser la coopération entre pays africains, on peut citer aussi les contacts qui ont été déjà pris avec le président Denis Sassou Nguesso pour une participation du Congo au financement de la ligne électrique haute tension qui doit relier le Bénin au Togo et à la Côte d'Ivoire.